Moins d'une semaine, vendredi, on en a parlé il y a quelques minutes, une cyberattaque à base de virus rançonneur a fait, et vous avez sûrement vu ces films qui sont passés sur les réseaux sociaux en quelques minutes. C'était assez impressionnant, 200 000 victimes et 150 pays touchés, en un claquement de doigts quasiment. Est-ce que c'est exceptionnel uniquement par l'ampleur que ça a connue? On a le sentiment que c'est finalement une attaque assez simple techniquement, c'est sa massification qui est impressionnante? Peut-être plusieurs commentaires là-dessus. Il y a plusieurs de vos confrères qui m'ont demandé, bon, alors qu'est-ce que ça fait de vivre la plus grande cyberattaque de tous les temps? En fait, non. Des opérations, ce qu'on qualifie d'opérations à l'ANSSI, c'est-à-dire des cas graves que l'on traite avec des administrations ou des entreprises avec de vrais impacts en termes économiques, en termes de sécurité nationale, on en traite une vingtaine par an. C'est l'ordre de grandeur. Et WannaCry, c'est pas une de ces 20 opérations. Donc ça vous laisse comprendre, sans rentrer dans les secrets, qu'il y a beaucoup plus grave que WannaCry. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est pas simple? Bon, des rançongiciels, on en a régulièrement. Vous en avez peut-être aussi, malheureusement. Ça fait partie de cette pollution qui arrive avec les réseaux. Hein. C'est malheureusement presque fatal. L'histoire de WannaCry est quand même intéressante, parce que la faille exploitée est particulièrement intéressante pour un attaquant. Je ne résiste pas à l'envie de vous rappeler que cette faille, elle a été révélée il y a quelques mois par un groupe qui s'appelle Shadow Brokers, qui l'avait lui-même volé à la NSA, manifestement. Donc ça pose des tas de questions, ça, sur qu'est-ce que l'on fait de ces failles, est-ce qu'on les révèle, est-ce qu'on ne les révèle pas, quels sont les liens que doivent avoir les services d'attaque, les services de défense. On a fait un choix très différent des États-Unis en France, on pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez, mais à la fois c'est une vulnérabilité très grave qui est exploitée, et en même temps, pour lutter contre WannaCry, les conseils que l'on a donnés sont extrêmement simples. C'est patcher vos systèmes. J'imagine que si vous êtes ici, vous connaissez ce genre de choses et vous le faites régulièrement, évidemment. Faites des sauvegardes, même remarque, et formez vos utilisateurs. Troisième fois, la même remarque. On est malheureusement, ou heureusement, je sais pas, sur des conseils extrêmement simples, des choses qui sont extrêmement efficaces face à ce genre d'attaque, mais on se rend compte, alors les 200 000 attaques, je ne peux pas le garantir, mais 200 000 victimes, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas au moins ces 3 règles absolument élémentaires. Et ceux qui sont dans la salle sont justement, je pense, pour beaucoup, ceux qui rappellent ces règles à chaque fois qu'il y a un problème, sans que ce soit forcément respecté tant qu'il n'y a pas un vrai gros problème qui se pose. On va y revenir en détail, évidemment, on a un petit peu de temps pour ça, mais c'est vrai que je voyais une étude de PricewaterhouseCoopers il y a quelques mois, hein, les 2/3 des entreprises françaises ont été victimes de fraude au cours des 2 dernières années, Guillaume Poupart, et la cybercriminalité, c'est maintenant la 2e cause de fraude. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est très présent, et est-ce que c'est vraiment pris en compte? Est-ce qu'on prend au sérieux le CDO qui vient voir le PDG et qui dit, là, on a quand même des choses sérieuses à mettre en place? De plus en plus, de toute évidence. Peut-être pour revenir sur ces chiffres, toujours pareil, je ne confirme pas les chiffres, parce que c'est très très dur de mesurer, mais la situation est grave, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour les attaquants, c'est facile, techniquement facile, on trouve plein de choses en accès libre, en cherchant un peu sur Internet, après c'est juste de l'assemblage à faire. En plus, vous êtes capable d'embaucher quelques gars de talent, il y a moyen en plus d'inventer dans ce domaine-là. Ça peut se faire à distance. À l'autre bout de la planète, hein, c'est de la vraie distance. Ça peut se faire avec une prise de risque vraiment minimale. Ça rapporte énormément. Donc finalement, pourquoi faire du trafic de drogue? Pourquoi faire de la criminalité en tout genre quand on peut faire ça? Et de fait, les gens que l'on voit aujourd'hui basculer sur ces questions de cybercriminalité, qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur, ce sont pas des adolescents qui veulent se faire remarquer. Le côté romanesque de l'attaquant informatique, c'est fini. Hein. Oui. Aujourd'hui, ce sont de très grosses mafias, de très gros groupes criminels qui mènent ça et qui font des... C'est des vraies licornes, hein, comme on dirait dans la Silicon Valley. Donc voilà, ça c'est malheureusement la réalité. Face à ce constat, bon évidemment il y a des gens comme nous qui passons un peu pour des Cassandres, mais enfin qui passons le temps à expliquer pourquoi c'est dangereux, pourquoi il faut aller de l'avant. De fait, il n'y a pas que nous, il y a également les médias, il y a également finalement toute une existence. Aujourd'hui, pour un responsable d'entreprise, un décideur, le fait d'ignorer cette question de sécurité informatique, c'est forcément devenu volontaire, quelque part. Alors, on n'est pas à l'abri d'un phénomène un peu d'autruche, hein, la tête dans le sable, mais c'est difficile à éviter aujourd'hui, sans compter, comme c'était rappelé tout à fait justement tout à l'heure, que le côté réglementaire prend le devant des choses. Et ça, c'est le sens de l'histoire. Nous, on va continuer à aller dans ce sens
d'utilisation de la réglementation, non pas pour continuer à vous embêter un peu plus alors que vous avez déjà beaucoup de réglementation pour certains d'entre vous, mais simplement parce que la gravité de la situation est telle qu'on ne peut plus se permettre de considérer que la sécurité numérique est une option. Que ce soit pour les personnes, pour les individus, que ce soit pour les entreprises, pour notre économie, que ce soit pour le fonctionnement de notre société, pour notre sécurité nationale dans certains cas. Donc voilà, on va aller dans ce sens-là, mais je dois bien reconnaître, et puis j'en parlais tout à l'heure, entre ce que je vis et ce que vivait mon prédécesseur, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je fais face à des gens qui me demandent comment faire, comment se protéger, comment être plus efficace collectivement. Là où Patrick, mon prédécesseur, avait plus tendance à devoir convaincre et à faire face à des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Oui, l'évangélisation, c'est passé. C'est-à-dire que là, maintenant... Ça reste, mais très clairement, le sujet de sécurité numérique devient un sujet de décideurs, devient un sujet de COMEX, devient un sujet pour les ministres. Je vais voir avec les nouveaux s'ils sont réceptifs, mais je ne suis pas très inquiet. A priori, je pense, oui, effectivement. Je ne suis pas très inquiet. Notre président sera également probablement réceptif, il l'est déjà. Voilà, tout ça, on a changé d'air et on est plus dans l'ère des solutions, dans l'ère de l'action, plutôt que dans l'ère de l'alerte. On est entré dans le vif du sujet parce que l'actualité nous y invite et je vais vous poser une question, Guillaume Poupard, de journaliste, pardonnez-moi, avant, mais c'est vrai qu'on a parlé, on se souvient de la guerre froide où c'était déjà des questions technologiques qui étaient au cœur parfois de la suprématie entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Aujourd'hui, on a dit, il y a eu des hackers russes qui ont influencé peut-être l'élection américaine, on a parlé de tentatives aussi sur l'élection française. Là, en l'occurrence, l'actualité de la semaine dernière, ce serait a priori des Nord-Coréens. Est-ce qu'on est dans un risque géostratégique aussi, c'est-à-dire dans une sorte de guerre froide de la cybercriminalité? Alors, le Nord-Coréen... Oui, c'est ça, oui. Ça fait bien. Ça surprend. Ça fait du papier, je peux comprendre. Bon, ça me paraît un peu douteux. Mais pourquoi pas, hein, rien n'est impossible dans ce domaine-là. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre froide, c'était très marqué par les questions de dissuasion nucléaire. Oui. On ne fait pas une bombe atomique comme ça dans un garage. Enfin, pas une vraie bombe atomique. On peut faire des bombes sales, mais pas des vraies bombes atomiques. Là, on est dans un domaine où, si vous avez une connexion Internet, si vous avez quelques mecs un petit peu doués, déjà, vous pouvez avoir une action extrêmement forte. Ce qui fait que l'arme numérique, c'est une arme fondamentalement asymétrique. Des petits groupes terroristes pourraient très bien l'utiliser, des petits pays peuvent très bien l'utiliser. Donc imaginez ce qui se passe quand ce sont de grands pays qui cherchent à développer ce genre d'action. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. L'autre chose, c'est que, même en France d'ailleurs, il faut bien considérer que les combats de demain, que ce soit des combats déclarés ou non, vont se passer en partie dans le cyberespace, pour prendre le terme classique, vont se placer dans le domaine numérique. Ce ne sera pas forcément exclusivement numérique, mais il va se passer des choses dans ce domaine-là. Et le gros avantage, quelque part, si je me place du côté des attaquants, c'est qu'il y a cette question de l'attribution qui fait qu'on peut mener des actions clandestines, mais véritablement clandestines. Et donc, on va devoir vivre avec ça. Et face à ça, la meilleure défense, ce sera la protection et la défense. On peut avoir une capacité d'attaque à côté, il le faut probablement, mais on ne peut pas reposer sur cette question d'attaque, et beaucoup de gens parlent de dissuasion dans le domaine cyber, de cyberdissuasion. Oui. Moi personnellement, je n'y crois pas du tout. Avoir une capacité de riposte, pourquoi pas, mais il faut avant tout avoir une capacité de défense. Et une défense, c'est pas faire des lignes Maginot. On m'a parfois opposé, notamment des militaires, c'est dire que la ligne Maginot n'était pas efficace. On est condamné à avoir une défense efficace dans le domaine cyber. Autrement, de toute manière, on va se faire balayer. On n'aura même pas le temps de répliquer. Guillaume Poupard, quand on est chargé finalement de garantir la sécurité des grands acteurs économiques notamment, est-ce qu'on a la tentation ou l'envie de pouvoir dire on va limiter le développement technologique au nom du principe de précaution? C'est-à-dire dire attention, il y a peut-être des domaines qui à chaque fois ouvrent de nouvelles failles et là il faut peut-être stopper la machine. Non, la sécurité elle est là pour accompagner l'évolution. À chaque fois qu'on a cherché à dire ça, allez surtout pas dans cette direction, contentez-vous des technologies d'il y a 10 ans, sera beaucoup plus sûr, ça a échoué, c'est une évidence. Non, le message que l'on porte, il est un message de responsabilisation des acteurs. Déjà, de toute manière, si on est systématiquement ceux qui disons non, ou qui expliquons qu'il ne faut pas faire, de toute manière, on n'est pas crédible. Oui. Par contre, on doit être capable d'expliquer, de faire acte de pédagogie. On doit être capable de mettre les gens qu'on a en face en position de réfléchir par eux-mêmes et de faire leur analyse de risque. Moi, je ne souhaite pas faire l'analyse de risque à la place de tout le monde, ça n'a aucun sens. D'abord parce que je ne suis pas le mieux placé. On est là pour apporter une connaissance technique, une connaissance de la menace, de donner les clés aux gens que l'on a en face, pour que ce soit eux qui fassent leur analyse de risque et qui se disent « Ok, là je peux y aller, là par contre, ça va probablement un cran trop loin ». Et ça me paraît absolument essentiel de surtout pas considérer que, je vais parler pour l'ANSSI, mais la question de la cybersécurité, c'est pas la question de l'ANSSI.
C'est vraiment la question de tout le monde. Nous, à la limite, on est juste là pour aider. Mais in fine, quand il y a un drame, quand il y a une chaîne de production, je ne vais pas citer de fabricant de voitures, mais quand il y a une chaîne de production à l'arrêt, au final, la victime, c'est pas nous, c'est bien le fabricant en question. Donc cette responsabilisation, d'ailleurs c'est le sens de la loi, hein, même si c'est sous une forme réglementaire, c'est bien de mettre les gens en position d'acteurs et de se poser les bonnes questions. Et c'est ça qui est nouveau finalement, c'est de faire remonter ces questions qui peuvent sembler parfois très techniques, au niveau des vrais décideurs, de ceux qui sont en position d'assumer les risques et d'assumer les conséquences le jour où le bon travail n'a pas été fait. Et en même temps, le fait que vous labellisez désormais certaines opérations, certains... Ça va dans le sens de l'aide. Oui, c'est ça. Au-delà des règles, des règles qui sont d'ailleurs plus des bons principes, parce que je veille toujours à ce que ces règles soient implémentables. Côté informaticien, ça ne sert à rien de dire aux gens faites ça si on sait très bien que c'est pas faisable. Et donc dans beaucoup de cas, on sait que les gens avec qui on travaille ne seront pas capables de développer en interne la compétence. Une règle qui fait souvent débat, d'ailleurs avec les opérateurs d'importance vitale, ce sont les capacités de détection d'attaque. On pousse beaucoup l'idée qu'il faut à la fois faire de la protection, donc concevoir des architectures robustes, et détecter malgré ça les tentatives d'attaque. Bon, mais peu de personnes peuvent s'improviser experts en détection d'attaque. C'est un métier très particulier. C'est pour ça que nous, on le développe en interne. C'est pour ça qu'on pousse certains industriels qui le font très bien. Il y en a ici, mais il y en a d'autres. On pousse les industriels à développer une offre efficace, une offre de confiance sur ces questions-là. De confiance parce que, attention, quelqu'un qui détecte les attaques, il est fondamentalement accroché à votre réseau, donc vous avez quand même intérêt à avoir confiance en lui. Et la plus-value que l'on apporte, c'est de faire une liste de prestataires qualifiés qui vont, et de qualifier, c'est pas des labels comme ça collés au hasard, hein, c'est bien le fruit d'une évaluation qui est lourde, qui est parfois douloureuse, qui est même souvent douloureuse pour tout le monde, mais in fine, au nom du Premier ministre, je peux signer une qualification qui a un vrai sens. Donc l'idée, c'est bien de fixer des règles, des bons principes, et de donner les outils pour être capable de les mettre en œuvre. Et après, évidemment, il faut le mettre en œuvre, et là reste une très grosse part de travail, de mise en cause, parfois en interne, pour les opérateurs, pour les industriels concernés, parce que c'est avant tout à eux de faire le job. C'est ce que vous observez quand même, cette espèce de mue un peu poussée par les digital natives qui viennent concurrencer les grands acteurs, et vous qui êtes à la tête d'une administration, l'idée qu'on dise que quand on est en monopole ou un gros acteur en situation monopolistique, on n'est pas efficace. Moi j'ai tendance à penser que ceux qui ne se transformeront pas disparaîtront, et que c'est valable dans le privé, mais peut-être même dans le public également. Et je fais partie de ceux au sein de l'administration qui, je l'espère, œuvront pour chercher à pousser cette transformation numérique. Il n'y a pas de too big to fail avec le numérique, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas, sincèrement. Et donc il faut, dans l'administration aussi, dans le public, puisqu'on en parlait, là faire œuvre de démonstration, de dire c'est pas parce qu'on est un monopole d'État qu'on est à l'abri de ce genre de révolution technologique. L'administration comme monopole d'État, je ne sais pas trop, c'est ce que vous voulez en venir là. Non, ce que je pense très clairement, c'est que ce qui est certain, c'est que le rôle de l'État n'évolue pas, à mon avis, avec le numérique. Les gens qui veulent nous faire croire que l'État devrait s'effacer au profit de certains géants du numérique, parce que maintenant c'est là que ça se place et tout ça. Non, absolument pas. Le rôle de l'État, notamment dans ses activités régaliennes, par définition, et notamment dans celle d'assurer la sécurité de nos concitoyens, ne doit pas changer. Par contre, ce qui doit changer, c'est la manière dont l'État exécute cette mission-là. On ne peut pas protéger nos concitoyens, notre économie, notre nation aujourd'hui avec les méthodes du XXe siècle quand c'est pas celle du XIXe. Et ça passe par une transformation à tous les étages, en termes de fonctionnement interne, en termes de relations avec nos concitoyens. C'est un travail qui est énorme et sur lesquels, je ne suis pas ici pour taper sur l'administration, mais il y a des freins énormes en interne à n'en pas douter. Et en même temps, il y a des gens qui ont envie de faire ça. Donc moi j'attends avec impatience cette transformation numérique au sein de l'État, le fait de simplifier les choses, bien évidemment, mais pas que ça. Le fait d'aller chercher une efficacité que l'on ne connaissait pas dans le passé parce qu'on n'a juste pas les techniques. Mon ami Henri Verdier à la DINSIC, lui, il essaye d'agiter ça justement pour faire rentrer du big data et tout ça, mais pas pour aller fliquer les gens, mais bien pour aller les aider plus. Il a mené des expérimentations avec Pôle emploi et tout ça qui sont absolument remarquables. On voit bien que ce qui peut fonctionner
dans le privé, ce qui est mis en avant par les GAFA ou par d'autres acteurs du numérique peut fonctionner au niveau de l'État. Par contre, l'État doit bien continuer à assumer ses missions régaliennes et ça nécessite une véritable transformation interne. Le cloud européen, on oublie et il va falloir au moins passer pour certaines activités par les Américains. Je suis moins d'accord, évidemment. Je m'en doutais un petit peu, oui. Je ne suis pas d'accord en tant qu'ingénieur. Moi, les données qui passent leur temps à traverser l'Atlantique, ça me choque en tant qu'ingénieur. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des data centers et des clouds en Europe, d'un point de vue technologique. Et l'autre chose, c'est que la technologie ou l'économie, ça ne fait pas tout. À un moment, il y a des questions de droit. Il faut imposer nos règles. Il faut imposer des règles qui ont un sens, bien évidemment. Donc, nos rêves d'avoir des clouds français et tout ça, et puis 28 clouds en Europe, ça n'a probablement aucun sens. Mais en termes de réglementation, et je parle sous votre contrôle, je pense que ça a un sens de dire que les données des Européens doivent être soumises à la réglementation européenne et pas à la réglementation d'un autre pays, fût-il un allié aussi important et puissant que les États-Unis. Donc nous, on lutte beaucoup contre cette idée que, notamment avec le concept de free flow of data qui nous hérisse, au nom de quoi les données devraient-elles pouvoir comme ça circuler systématiquement sans qu'aucun frein ou sans que le moindre frein de sécurité ne soit considéré comme une barrière commerciale. Non. Je suis persuadé au contraire que sur une plaque européenne, il y a une taille critique qui est suffisamment importante pour que les contraintes réglementaires de sécurité, les contraintes économiques soient conciliables. Alors pour ça, il nous faut des acteurs, évidemment, pour le faire. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas travailler avec des acteurs qui ne soient pas purement européens. Vous les connaissez tous, je ne les cite pas. Mais par contre, laisser faire n'importe quoi, ce n'est probablement pas la solution. Tout le travail que l'on a à faire collectivement, c'est de trouver quelque chose qui soit le meilleur compromis. En sécurité, on n'aime pas les compromis, mais de fait, c'est bien ce qu'il faut chercher, entre ces questions réglementaires, économiques, sécuritaires, même de facilité d'emploi pour les utilisateurs. Et il n'y a aucune raison de se soumettre forcément à l'offre du marché qui, parce qu'elle est dominante du côté américain, devrait forcément s'imposer ici en France et en Europe. Industriellement, économiquement, on a les moyens de répondre à ces milliards investis de l'autre côté ? Si je peux juste ajouter à ça, il y a déjà, entre ce que j'ai dit et ce que vient de dire l'ANSSI, il y a une réalité entre les deux qui est, on peut avoir une implantation de sociétés américaines sur des infrastructures européennes. Donc c'est pas uniquement, on envoie tout en Californie et on n'a rien chez nous. Il y a également l'aspect on-premises, donc, qui est un facteur fondamental en particulier sur lequel on peut tout à fait prendre une technologie, la mettre dans un bunker au sous-sol de ce bâtiment et couper toutes les connexions, même si c'est une solution... Pour l'ultra sensible, on peut faire ça. Mais même si c'était une solution Microsoft ou une solution Amazon Stack ou une autre. Donc il y a je pense qu'il y a toute une panoplie de choses, depuis le cloud privé qui nécessite des investissements moindres, des clouds défense bien entendu, puisque les forces armées au niveau national et européen devront répondre à la transformation digitale et arriveront bien entendu à la même conclusion. Donc il y aura des clouds étatiques, régaliens, il y aura des clouds privés dans des sociétés européennes, il y aura des sociétés américaines avec des implantations européennes dans le cadre de réglementation européenne, avec des opérateurs habilités, comme c'est le cas par exemple pour Microsoft en Allemagne, où leur cloud européen est opéré par des nationaux allemands avec habilitation allemande pour être capable de répondre justement à ces demandes spécifiques de la réglementation. Donc il y a toute une palette. Je faisais référence à la maîtrise ou le volume d'investissement des technologies qui effectivement aujourd'hui est plutôt à l'est et à l'ouest, mais qui ne présage pas de la manière dont on doit travailler ensemble. On arrive à la conclusion, oui. Juste une remarque. Il y a évidemment des cas où la massification des données est telle et tout ça, et je rejoins sur les applications que vous avez citées, enfin, évidemment le cloud est une évidence. Il y a d'autres cas, je ne les citerai pas, mais je les ai bien en tête, où c'était très compliqué, on se demandait comment faire pour utiliser le cloud et tout ça, hein. Et à un moment, je viens dire, mais c'est grand comment votre truc? Alors ça, c'est une question qui est très dure mais bon voilà, après une demi-heure de sketch, c'était un serveur. Ouais. Voilà. Donc on ne met pas tout dans le cloud
parce que c'est bien et parce que c'est à la mode. Ouais. Là aussi, il faut avoir un certain recul et une maîtrise. Quand bien même on ne maîtriserait pas toutes ces infrastructures, au moins une maîtrise technique pour savoir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'on développe et où est-ce que ça doit aller. Voilà. S'il y a besoin d'un serveur, on prend un serveur. Point. En guise de conclusion, l'un et l'autre, je vais vous poser la même question parce que finalement, vous êtes au cœur, Airbus encore plus parce que c'est historique, j'ai envie de dire, d'une dimension européenne. La réponse, je commence avec vous Guillaume Poupart, la réponse aujourd'hui à la sécurité informatique, elle est européenne et pas uniquement nationale ? On ne peut pas se réduire à un seul niveau. Il y a des réponses qui sont très localisées, il y a des réponses qui sont nationales. Il y a des tas de choses qui sont directement liées à des questions de souveraineté nationale. Et ben, la souveraineté nationale, ça se traite au niveau national, qu'on le veuille ou non. Il y a plein de choses qui se traitent au niveau européen, même si c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, on travaille par exemple beaucoup avec la Commission sur des questions de certification, d'évaluation de certification. Quand les industriels viennent me voir en me disant « bah oui, mais bon, nous on ne peut pas aller se faire évaluer, certifier dans 28 pays », je le comprends, sans aucune difficulté. On a besoin d'une certification européenne, à n'en pas douter. Et ce sont des travaux qui sont en cours, qui sont compliqués, mais qui sont en cours. En fait, et puis il y a des choses qui peuvent tout à fait se traiter au niveau mondial, ou dans des coalitions qui sont bien plus larges que le strict périmètre européen. L'important, c'est de toujours bien se placer et d'aller chercher les outils là où ils sont efficaces. Voilà. Donc tout ce qui est dogmatique, genre non, moi je veux des technologies françaises en France, avec des ordinateurs français, fait avec des composants français, évidemment, ça va être dur à trouver en plus. C'est dur à trouver, mais on doit justement s'adapter pour trouver le meilleur compromis, prenant en compte des questions économiques, des questions de sécurité, des questions de droit. Et une fois encore, tant qu'on n'est pas dans ce compromis, on a probablement tout faux. Marc Fontaine, la même chose. C'est cette échelle. À quelle échelle on est en fait en guise de conclusion par rapport à ce risque IT? Moi, je dirais essentiellement que comme tous les changements, faut les embrasser. Faut regarder les choses en face et après trouver les meilleurs compromis. C'est plus facile quand on s'appelle Airbus et qu'on est numéro 1 ou numéro 2 mondial suivant les années. Parce que même avec des acteurs américains, on a une possibilité de discuter d'un certain nombre de choses, y compris d'exclusivité vis-à-vis de notre concurrent, qui sont assez intéressantes. Ça ne règle pas tous les problèmes étatiques, mais ça nous met dans les positions. Donc quand l'Europe gagne, quand l'Europe se structure, en particulier avec des acteurs économiques puissants, on a des réponses et on a face à nous généralement des gens quand même responsables, quel que soit le fournisseur ou le partenaire en Europe, voire même aux États-Unis. Donc je suis convaincu qu'on trouve toute la gamme de solutions. On a des solutions dans la défense pour des choses défense, on a des solutions même civiles, privées, il y a des solutions publiques. Il faudra trouver les meilleurs compromis, d'autant plus que cette tendance va s'accentuer parce que l'ouverture n'est pas une option, donc la défense devient encore plus critique pour les opérateurs nationaux, mais pour les industriels eux-mêmes. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et c'est tellement dans votre actualité à vous quotidienne, dans votre quotidien et dans l'actualité globalement qu'on est en train de vivre à l'échelle nationale ou mondiale. Merci Guillaume Poupart, directeur général de l'ANSSI, et Marc Fontaine, Digital Transformation Officer et membre du COMEX d'Airbus. Merci à tous les deux. Bonne soirée à vous.